pour nous parler évidemment de télétravail, vous le savez, pourquoi et comment sécuriser les connexions distantes avec un VPN d'entreprise. Et il va nous évoquer également les erreurs les plus répandues. Bonjour Arnaud. Bonjour Simon, est-ce que vous m'entendez bien? Absolument bien, du coup je vous laisse la scène. Oh, super. Merci, merci. Bonjour à tous et je suis ravi de participer à cette septième édition. Merci de m'avoir invité. Je suis Arnaud Dufournay, je suis Chief Marketing Officer chez The Greenbow. Alors j'ai voulu moi aujourd'hui vous parler de télétravail et de sécurisation des accès distants parce que c'est encore un sujet d'actualité. C'est encore un véritable défi aujourd'hui pour les RSSI. Pour ça, j'ai un chiffre assez édifiant à vous donner. C'est une étude qui a été faite il y a maintenant quelques mois par HP, qui est HP World Securities, qui est sortie il y a quelques semaines, et qui nous dit que 90% des équipes de sécurité sont prêtes à compromettre la sécurité si cela permet d'assurer la continuité des activités. Donc, ce qui montre bien, là, la pression énorme que met le business sur l'IT et en particulier sur les RSSI. Alors, ce que je vous propose pour traiter le sujet, c'est, je ferai une brève introduction de The Greenbow en quelques mots, et puis surtout, je vais rentrer dans le vif du sujet en adoptant finalement 3 points de vue. Le premier, c'est celui de l'utilisateur final, et donc le télétravail qui nous touche tous. On verra ensuite quelles sont les réelles conséquences pour les RSSI, quels sont les enjeux par rapport à ces habitudes de travail qui sont en train d'être complètement bousculées. Et puis, dans ce cadre-là, on verra comment le VPN répond à ces enjeux et surtout comment on peut le choisir. Et puis, je terminerai cette session du VPN pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce que peut faire un VPN. Voilà, donc quelques mots pour démarrer sur The Greenbow. The Greenbow, on est un éditeur de solutions VPN maintenant depuis plus de 20 ans. Nous sommes français. Notre mission, c'est d'aider les organisations et leurs individus à devenir cyber-responsables. On pense qu'effectivement, la lutte contre la cybercriminalité, c'est l'affaire de tous. Et pour cela, il faut que les solutions soient les plus simples possibles à utiliser. Alors, c'est ce qu'on fait. On s'attache à développer des logiciels qui soient à la fois universels, donc faciles à implémenter sur différents systèmes d'exploitation, faciles d'usage. Et surtout, c'est ce qui va nous différencier, qu'ils soient ultra robustes et sécurisés. C'est ainsi que The Greenbow a été le premier éditeur de VPN à décrocher une certification critères communs EL3+. Et depuis, nous sommes dans un processus de certification continue de nos produits avec l'ANSSI. On a un peu plus de 2 millions d'utilisateurs maintenant à travers le monde. Alors principalement, on va retrouver The Greenbow sur des grands comptes et notamment des grands comptes qui sont aujourd'hui typés opérateurs d'importance vitale ou ESE. Mais on retrouve aussi The Greenbow dans les administrations. Et puis, on l'a vu, la cybersécurité, ça touche à peu près toutes les organisations. Donc également, les PME sont utilisatrices de nos solutions. Enfin, pour terminer, nous sommes une société engagée. On a été membre fondateur d'Exatrust, des membres de First, un certain nombre d'associations de l'écosystème. Et puis, depuis peu, partenaire Tetris. On a été parmi les premiers à rejoindre la plateforme, la marketplace écosystème. Voilà, c'était en septembre. Rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Le télétravail, où en sommes-nous? Alors, si on fait un petit flashback en 2020, en mars 2020, on nous demande tous de rentrer chez nous pour travailler. C'est à peu près 40% des salariés qui se retrouvent ainsi en télétravail. 18 mois plus tard, où en sommes-nous? C'est un peu plus d'un tiers des salariés qui demeurent, fait régulièrement du télétravail. Et puis, lorsqu'on sonde à la fois les entreprises ou les salariés, tout le monde est assez unanime pour dire qu'il faut continuer. Ce mode s'est véritablement inscrit dans nos façons de travailler. Tout le monde y trouve son compte. Et on a un consensus maintenant à peu près autour de 2 jours par semaine de télétravail dans les organisations. C'est à peu près sur cette base-là que les accords sont en train de se signer.
Ce qu'il faut retenir, c'est que ça touche vraiment tout type d'organisation, les TPE inclus, c'est un quart des TPE aujourd'hui, des salariés des TPE qui sont en télétravail. Donc tout le monde est absolument concerné, y compris également le secteur public. C'était Amélie de Montchalin qui rappelait que c'est la moitié maintenant des agents de l'État dont la mission est tout à fait possible en télétravail. Voilà. Avant la crise, c'était simplement 7% des agents de l'État qui pouvaient télétravailler. Donc c'est absolument massif et ça touche absolument tout le monde. Ce nomadisme, en fait, si je l'étends, le télétravail, c'est bien plus large que être chez soi et travailler. Il s'étend en fait à différents lieux. Et c'est vrai qu'il y avait déjà une tendance dans les grandes entreprises au flex office, c'est-à-dire qu'on vient, on partage son bureau et on ne passe pas son temps complet dans l'entreprise. Donc on est, surtout avec la pandémie, on a été chassé, si je puis dire, du bureau pour trouver d'autres lieux de travail, que ce soit la maison, que ce soit les espaces publics, par exemple dans les cafés. On est aussi amené à travailler, alors dans les transports peut-être un peu moins, évidemment maintenant on voyage un peu moins dans les avions ou dans les aéroports, mais ça reviendra. Les espaces de coworking se sont également énormément développés ces dernières années, et puis on peut aussi travailler, on en voit en plein air dans les parcs. Donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une très grande liberté qui est finalement donnée aux collaborateurs pour être agiles. Et de plus en plus, finalement, on a la tentation de travailler en dehors des horaires de bureau habituels. Donc, ça peut être le soir chez soi, ça peut être même les week-ends ou en congé. Qui n'a jamais été tenté de lancer une présentation tard le soir pour essayer de gagner du temps ou de checker des mails le week-end ou même pendant les vacances. Alors ça, c'était le point de vue des utilisateurs. Cette nouvelle façon de travailler qu'on appelle hybride, elle n'est pas sans conséquence évidemment pour les RSSI. En fait, tout ce que je viens de vous décrire là, c'est un véritable cauchemar. Ce sont des situations qui sont vraiment cauchemardesques à gérer pour les RSSI. Et déjà, ces différents sujets à traiter, parmi ces différents sujets, il y avait celui du bring your own device, c'est-à-dire le collaborateur qui utilise ses équipements personnels pour accéder aux ressources de l'entreprise. C'était une tablette, c'est un téléphone, c'est son imprimante que l'on connecte au PC du bureau. Avec ce développement du travail hybride, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire que les équipements personnels vont être utilisés pour cette fois des usages personnels. Ça, c'est ce qu'on a pu constater pendant la pandémie où le PC du bureau était tombé entre les mains d'enfants et qui vont ensuite jouer, et évidemment aller parfois sur des sites peu recommandables. Donc il y a aussi ce cas de figure qui se développe et qui évidemment élève le niveau des menaces. Le dernier sujet, je l'ai évoqué en introduction, c'est ce choix permanent entre la productivité des collaborateurs et le niveau de sécurité. Là encore, un autre chiffre de l'étude que je citais en introduction, c'est qu'on a les 3/4 des équipes informatiques qui aujourd'hui admettent que la sécurité est reléguée au second plan par rapport à la continuité des activités. Donc c'est évidemment un enjeu majeur pour eux de trouver le bon équilibre entre niveau de sécurité et facilité d'exercice du travail. Alors ces menaces, je pense qu'il y a plein de présentations qu'on va voir aujourd'hui, ça a déjà été évoqué, elles sont en constante augmentation, bien sûr. Je crois que c'était la ministre des Armées, Madame Parly, qui rappelait qu'on avait doublé le nombre d'attaques entre 2020 et 2021. Les RSSI sont aujourd'hui conscients de ces menaces-là, puisqu'ils avouent, là encore dans une autre étude, que dans les technologies qu'ils ont été amenés à déployer, le VPN en fait partie,
aujourd'hui, sur 2020, elles ont amené aussi des vulnérabilités et ouvert des portes pour les hackers. Alors, parmi ces menaces et ce type d'attaques, il y a les trois que je vous ai indiquées ici. Je ne vais pas les développer parce qu'elles ont déjà été largement évoquées et expliquées. Donc, vol de données, les attaques de ransomware, c'est vraiment ce qu'il y a de plus notoire, et la violation de données. Donc ça, ce sont des menaces réelles qui aujourd'hui planent évidemment sur tout type d'entités. Les enjeux, en fait, si on les regarde, si on essaie d'un petit peu de les prioriser, ils sont de trois natures. Le premier, c'est déjà de pérenniser l'architecture télétravail pour le télétravail et l'accès à distance. Là, on doit dire qu'il y a différents types de maturité parmi les organisations. Nous, ce qu'on a constaté chez The Green, c'est une forte disparité déjà entre les organisations qui avaient déjà introduit des mesures de sécurité et déployé des équipements pour faciliter et sécuriser le télétravail bien avant la pandémie. Et puis, il y a celles-ci, elles ont été plutôt amenées à étendre ce qu'elles avaient déjà mis en place et donc à monter en puissance, à passer à l'échelle. D'autres, au contraire, se sont retrouvés totalement démunis face à la pandémie et à cette obligation de mettre les collaborateurs en télétravail rapidement, du jour au lendemain. Et là, souvent, ce sont des solutions les plus faciles, les plus rapides qu'ils ont trouvées sur le marché pour pouvoir apporter une solution qui se révèle aujourd'hui pas forcément efficace et adaptée. Et donc, les premières sont dans une démarche d'optimisation déjà de l'existant, les secondes d'amener de la robustesse et parfois même revoir complètement leur architecture qui, à l'usage, se révèle pas suffisamment efficace. L'un dans l'autre, le but est à peu près le même, c'est d'essayer d'apporter une meilleure expérience utilisateur et faire en sorte que les ressources de l'entreprise soient finalement disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les collaborateurs. Il y a un deuxième enjeu, lui, qui est également extrêmement lourd, c'est celui de la conformité réglementaire. Alors là, je vous ai mis quelques exemples un peu de contraintes réglementaires que les entreprises doivent gérer, à commencer par l'enjeu sur les données personnelles. Donc, il y a énormément de structures aujourd'hui qui gèrent des données personnelles, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et eh bien, elles doivent faire extrêmement attention, évidemment, à ne pas faire fuiter et à protéger au maximum ces informations-là. Et c'est arrivé, on a eu des cas pour des mairies qui se retrouvaient, des agents de mairie qui se retrouvaient en télétravail, qui devaient manipuler à distance des données personnelles et qui devaient du coup prendre les précautions évidemment pour que ces données restent protégées. La loi de programmation militaire et son complément avec la directive NIS, qui là impose un certain nombre d'obligations aussi aux opérateurs d'importance vitale et aux opérateurs de services essentiels pour protéger leur système d'information. Et puis un petit nouveau là que je vous ai mis aussi, qui est en préparation, c'est un règlement européen qui va concerner le secteur de la finance. C'est le règlement qui s'appelle DORA pour Digital Operational Resilience Act. Il s'agit là de faire en sorte que les systèmes informatiques du secteur financier soient le plus résilients possible. Il va y avoir énormément de contraintes que les organismes financiers vont devoir imposer à leurs prestataires informatiques. Là aussi, un certain nombre de précautions qu'il va falloir prendre. Le dernier enjeu, il est financier, bien évidemment. On connaît tous les conséquences financières d'attaques. Elles sont plus dramatiques pour certains, notamment les PME. On sait que dans 60% des PME qui sont victimes d'attaques vont déposer le bilan dans les 6 mois. Donc, les conséquences sont évidemment extrêmement lourdes. Et derrière ça, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est évidemment la perte immédiate de chiffre d'affaires, mais il y a aussi les coûts cachés, à commencer par la perte de confiance des clients, les primes d'assurance qui vont augmenter derrière. Bref, ça peut vite tourner au désastre. Alors, une fois qu'on a vu le point de vue des utilisateurs, les enjeux côté RSSI, quelles sont derrière ça les solutions? Comment sécuriser les connexions à distance?
Alors, il y a déjà évidemment ce que recommande l'ANSSI. Elle a déjà commis un certain nombre de documents pour aiguiller les entreprises, à commencer par les recommandations qu'elle a faites dès 2018. Je ne vais pas évidemment les détailler, simplement m'arrêter sur deux recommandations qui vont nous intéresser ici, à savoir le chiffrement de l'intégralité des flux d'administration et l'utilisation de produits qualifiés par l'ANSSI. Ça, c'est ce qui va permettre de garantir le niveau de sécurité maximal ajouté à toutes les recommandations du dessus. Je vous ai mis également chez Cybermalveillance, il y a également un document qui a été mis en ligne là en début d'année sur la sécurisation du télétravail. Là également, on recommande fortement l'usage de VPN, au-delà des autres bonnes pratiques concernant notamment la définition des mots de passe, tout ce qui touche autour de l'authentification. Ce guide est très bien fait, là aussi. Je vous laisserai aller vous y plonger si vous souhaitez aller un peu plus loin. Parlons maintenant du VPN, et je vais vous expliquer maintenant un peu comment ça fonctionne pour ceux qui découvriraient un peu le sujet. Donc, le principe du VPN, ça va être d'ouvrir un tunnel dans un réseau Internet que l'on estime non de confiance, n'étant pas de confiance pour l'entreprise, donc typiquement un réseau public ou même le Wi-Fi qu'on peut utiliser depuis chez soi. Donc, le client VPN va établir un tunnel sécurisé entre l'équipement et le réseau de l'entreprise. En fait, le VPN fait trois choses et de façon chronologique. La première, c'est qu'il va passer par une phase d'authentification, c'est-à-dire que le matériel et la passerelle VPN qui est au bout vont s'assurer qu'elles sont bien habilitées à communiquer entre elles et donc vont s'échanger des clés d'authentification avant toute ouverture de la communication et du tunnel. Donc, une phase de vérification des deux côtés. Ensuite, lorsque cette phase est passée, franchie, le tunnel s'ouvre et les données sont échangées avec une étape de chiffrement. C'est ce qui va garantir la confidentialité des informations. Une fois que dernière fonction en fait du VPN qui est souvent assez oubliée et négligée, c'est l'intégrité des données. En effet, le VPN va s'assurer que tous les paquets, toutes les données qui vont être émises sont reçues de l'autre côté sans altération, sans modification, sans ajout ou sans perte. Donc, c'est ce qui va permettre véritablement de garantir la fiabilité des connexions. Ça, c'est souvent une fonction méconnue et c'est aussi une raison pour laquelle des organisations de défense et de sécurité utilisent ce genre de logiciel. C'est que ça va leur permettre de sécuriser, bien sûr, mais aussi de fiabiliser les connexions et de ne pas perdre aucune information. Pour que le VPN fonctionne, évidemment, il y a un certain nombre de technologies associées. Je vous les ai classées en trois typologies. Déjà, des protocoles de communication. Alors, les plus répandus, c'est OpenVPN et l'IPsec, mais il y en a d'autres. Il faut également des technologies d'authentification que l'on peut mixer, coupler, que ce soit des certificats, des cartes à puce, des clés USB, un peu moins recommandées. On connaît les faiblesses des clés USB, mais c'est possible, du single sign-on ou encore de l'utilisation de mots de passe uniques, ce qu'on appelle des OTP. Dernière typologie de technologie, ce sont toutes les technologies de cryptographie, donc des clés qui vont permettre de chiffrer les données. Pour ça, il y a différents types d'algorithmes. Il y a des algorithmes dits symétriques, et donc là, en fait, on a une clé unique qui va être échangée, ou bien des algorithmes asymétriques, où là, c'est à la fois une clé publique et une clé privée qui vont être échangées. L'un étant plus rapide que l'autre, ce sont les algorithmes symétriques. Et puis enfin, pour garantir cette intégrité des données, il y a également des fonctions de hachage, voilà, des algorithmes qui vont se charger de hacher les données.
Ce que je voulais également évoquer, puisqu'on fait souvent la confusion, et c'est vrai que quand on regarde un peu les communications autour des VPN, on entend beaucoup les fournisseurs de services VPN. On voit même aussi des antivirus qui proposent des solutions VPN. En fait, il s'agit de services VPN. Et là, je voulais vraiment vous expliquer la distinction parce qu'on ne parle pas véritablement de la même chose entre un service VPN et un client VPN, un client VPN d'entreprise. Tout simplement parce que déjà en termes d'architecture, on n'est pas sur la même chose. Ici, je vous ai décrit de façon très basique le fonctionnement d'un service VPN. Comme son nom l'indique, un service VPN, eh bien, le service va être proposé par un prestataire qui va fournir cette prestation de chiffrement à partir d'un serveur, ou plusieurs, d'ailleurs, d'un réseau de serveurs, plusieurs serveurs qui peuvent être dans différents pays, auquel vous allez vous connecter et dès lors, vous bénéficierez d'une connexion chiffrée. En fait, ce type de service va répondre essentiellement à des usages grand public. Alors, on souhaite garder son anonymat, on souhaite protéger ses données personnelles, évidemment, mais surtout, on va utiliser ces services pour bénéficier d'une adresse IP qui va permettre de contourner des restrictions géographiques. Par exemple, vous souhaitez accéder au catalogue américain de Netflix, il faut bénéficier d'une adresse IP américaine pour cela. C'est également avec cette IP qu'on va vous attribuer la possibilité de déjouer les IP tracking. Donc, typiquement, pour du e-commerce, vous souhaitez profiter de promotions uniquement disponibles dans un pays où vous n'êtes pas. Eh bien, il vous suffit de récupérer une adresse IP du pays pour à ce moment-là accéder à ces promotions. Et puis, évidemment, si vous souhaitez faire du partage du fichier de peer-to-peer, c'est mieux de le faire de façon anonyme. Le problème de ces services, c'est que souvent, les serveurs sont hébergés dans des pays qui n'ont pas de législation, ou ne respectent pas en tout cas les réglementations en termes de protection des données personnelles. Donc, ils ont la main. Alors, ils vont vous dire que ça reste anonyme, bien évidemment, mais ils ont malgré tout votre historique de navigation qu'ils peuvent commercialiser. Quand ce n'est pas, évidemment, les autorités locales qui peuvent tout à fait réquisitionner ces informations-là sans que vous n'ayez votre mot à dire. Donc, évidemment, on ne parle pas de la même chose entre ce type de service et un client VPN d'entreprise qui lui répond à des enjeux de sécurité bien plus élevés. Cette distinction étant faite, arrêtons-nous maintenant sur comment choisir son VPN d'entreprise. Et là, l'année 2020 a été très utile, évidemment, puisque là, on a assisté à des déploiements massifs. Le VPN, ça a été l'une des solutions cyber la plus utilisée, déployée sur l'année 2020 pour répondre évidemment aux enjeux de télétravail. Tous les déploiements ne sont pas forcément bien passés. Il y a un certain nombre d'enseignements qu'on a vu passer et que je vais vous retranscrire là. Le premier, c'est évidemment la question de la mise à jour des logiciels VPN. Vous avez peut-être vu pas mal de vulnérabilités révélées. Évidemment, ça vaut pour tous les logiciels, mais avoir la dernière version de votre client VPN disponible, c'est évidemment absolument incontournable. On a vu aussi un sujet sur les performances des concentrateurs VPN. Beaucoup d'utilisateurs se sont plaints de leur VPN parce que ça ralentissait leur connexion. C'est vrai que souvent, les entreprises ont été un petit peu dépassées, n'ont pas forcément prévu d'avoir cette explosion de trafic et ont dû muscler leur équipement, leur architecture un petit peu à la hâte, ce qui a occasionné quelques ralentissements. Donc, il y a évidemment cet aspect de dimensionnement qui est absolument clé pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il y a également une problématique de paramétrage, d'interopérabilité qui s'est posée entre les équipements et quand vous avez plusieurs milliers de parcs évidemment à équiper, à déployer, il vaut mieux que vous puissiez le faire rapidement et simplement sans que ça nécessite trop de ressources ni trop de temps. Le dernier facteur, il est humain, puisque là, les RSSI se sont heurtés tout simplement au manque de compétences IT de leurs collaborateurs. Ça a été pour certains assez laborieux de leur faire comprendre comment utiliser leur VPN et surtout se battre pour qu'ils l'activent malgré les quelques désagréments que j'ai pu citer au-dessus. Donc, le facteur humain a beaucoup joué. On s'est rendu compte que les collaborateurs étaient plus enclins, plus
habitués à utiliser les solutions de communication type Zoom. Ils s'y sont mis très vite, mais en revanche, les solutions cyber, ça a été un poil plus compliqué. Alors, fort de cette expérience-là et de ces constats, quels sont finalement, de notre point de vue, les éléments clés à prendre en compte dans le choix d'une solution VPN? La première, et elle est absolument non négociable, c'est le niveau de sécurité. Il doit être le plus élevé possible. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les VPN ont aussi fait partie des objectifs d'attaque des hackers. Évidemment, à partir du moment où beaucoup de gens se sont retrouvés en télétravail, ça devenait des proies faciles. Et donc, c'est d'où l'importance de choisir un VPN qui offre le niveau de sécurité le plus élevé. La facilité après de déploiement, l'interopérabilité, ça c'est, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est important pour que les équipements communiquent entre eux, mais surtout c'est aussi pour vous donner la possibilité de revoir vos choix. Cette notion de réversibilité des choix est aussi majeure. Vous devez garder la maîtrise et pas forcément vous rester prisonnier d'une architecture avec un seul fournisseur peut-être. Après, le dernier point, c'est le facteur humain, à la fois côté administrateur, il faut que la solution soit simple à administrer et à configurer, et puis côté utilisateur final, évidemment, la solution doit être la plus facile à utiliser, et surtout la plus transparente, en fait, c'est qu'il y ait le moins de tâches à effectuer, d'opérations à effectuer, le rêve étant pour l'utilisateur final de s'occuper absolument de rien et de laisser faire la solution le protéger. Très rapidement, il y a un autre sujet aussi, une autre question qui va se poser, c'est quel type de protocole utiliser. Et là, souvent, on a ce débat entre les VPN basés sur l'IPsec et ceux utilisant les protocoles SSL ou TLS, son successeur. Et là, je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas faire de secret. Le plus efficace en termes de sécurité aujourd'hui, c'est l'IPsec. Alors, pour une raison simple, c'est une raison structurelle, c'est que, je vous ai mis là le modèle OSI. En fait, l'IPsec va agir dans les couches basses, donc au niveau des couches réseau, tandis que le SSL ou le TLS va agir, lui, sur les couches applicatives, donc plus haut dans l'architecture réseau, et le plus sécurisé, c'est d'avoir l'étape de chiffrement au niveau de la partie réseau. Donc l'avantage est très net pour l'IPsec, même si le plus répandu aujourd'hui, ça reste le SSL, puisqu'il a été conçu pour la mobilité, donc c'est aussi pour ça qu'il a été largement répandu, mais il n'offre pas les mêmes garanties en termes de sécurité. On s'en est d'autant plus aperçu que, encore une fois, sur l'année 2020, il y a eu beaucoup de déploiements, des vulnérabilités qui ont été exploitées, qui ont été découvertes. Par exemple, dans le top 10 révélé en début d'année des principales, les plus grosses vulnérabilités, il y avait 3 VPN qui figuraient dans ce top 10 et les 3 étaient des VPN basés sur des protocoles SSL. Donc, ce risque, il a été révélé largement en 2020. On a un bon exemple là de ce que peut apporter comme faiblesse de VPN. L'IPsec était déjà recommandé depuis longtemps par l'ANSSI. Ce que je vous ai noté là, c'est que maintenant, depuis septembre, c'est également la NSA et la CISA aux États-Unis qui recommandent largement. Ils ont sorti ensemble un document, là aussi pour expliquer un peu comment choisir sa solution VPN, et ils recommandent absolument l'usage de VPN IPsec. Leur argumentaire principal, c'est que l'IPsec aussi a une surface d'attaque plus réduite, et que je vous l'ai dit, la majorité des vulnérabilités qui sont connues aujourd'hui, elles sont sur l'implantation des protocoles SSL et TLS. Alors, un petit aperçu des conséquences de ces vulnérabilités aujourd'hui. Elles sont assez lourdes, parce que ça passe par du vol d'identifiant pour pouvoir faire l'élévation de privilèges. Derrière, c'est de la prise de contrôle d'équipement avec l'exécution de codes malicieux. Souvent, ce qu'on constate, c'est que ça permet aussi derrière d'abaisser les protections en abaissant les algorithmes de chiffrement.
le piratage de trafic et enfin la récupération de données sensibles. Voilà un petit peu toutes les conséquences de l'exploitation des vulnérabilités aujourd'hui présentes dans certains VPN. Pour terminer, être un peu plus concret dans cette présentation, je vais maintenant vous présenter quelques fonctionnalités qu'apporte un VPN pour sécuriser les accès distants. Et je vais commencer par ce que recommande l'ANSSI, c'est à savoir une architecture que l'on appelle tout dans le tunnel, c'est-à-dire qu'on va faire passer l'intégralité du trafic dans le tunnel à partir de l'équipement, et ce qui va être évidemment très contraignant ou restrictif pour l'utilisateur, mais beaucoup plus sécurisé. Et après, charge à l'entreprise de décider, à l'administrateur réseau, en fonction de la politique, de donner un accès ou non à Internet. Donc, ça ne l'exclut pas, mais en tout cas, vous êtes obligé tout de suite d'aller vous connecter au réseau de l'entreprise avant de ressortir si vous en avez l'autorisation. Donc ça, c'est le schéma recommandé par l'ANSSI. C'est ce que va permettre le VPN. Il y a d'autres fonctionnalités qui peuvent s'ajouter derrière ça et qui vont là aussi amener de la sécurité. C'est l'ouverture du tunnel avant la session Windows. Alors ça permet plein de choses. Déjà, d'accéder tout de suite à l'Active Directory et identifier l'utilisateur avant la session. Et puis derrière, si besoin, déjà faire un certain nombre de mises à jour en les faisant passer par le tunnel. Et c'est d'autant plus efficace lorsqu'on est dans une configuration justement de tout dans le tunnel, où là, à ce moment-là, tous les flux vont passer directement par le VPN et ne jamais et donc s'assurer d'une sécurité absolue. Autre fonctionnalité qui, cette fois, va être tournée plus pour les utilisateurs finaux, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité Always On. Le principe étant qu'un travailleur nomade, il va par définition se déplacer de son poste à l'intérieur de l'entreprise vers une salle de réunion, par exemple, ou de l'entreprise vers son domicile et vice-versa. Et pour toutes ces étapes, ces déplacements, eh bien, en fait, le VPN va rester en permanence allumé. Donc là, c'est totalement transparent pour l'utilisateur et ça lui permet d'être tout le temps protégé. Qu'il soit au bureau, en déplacement, le VPN reste actif en permanence. Donc, il ne se soucie de rien. Ça permet un haut niveau de sécurité et on sait que l'utilisateur n'ayant rien à faire, eh bien, il sera totalement protégé et pas d'action à faire pour lui. Autre fonctionnalité très intéressante aussi pour à la fois les administrateurs et pour les utilisateurs finaux, c'est ce qu'on appelle la détection du réseau de confiance. Cette fois-ci, le VPN va détecter en permanence si le réseau auquel il accède, Internet, est un réseau de confiance ou non. Et là, si le réseau est de confiance, qui est local, logiquement, lorsqu'on est sur le LAN de l'entreprise, eh bien, le VPN ne va pas s'activer. C'est inutile d'aller solliciter les équipements, les gateways. Donc ça a un impact sur la performance, du coup ça soulage parce que, comme je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de sujets de performance en 2020 à cause de ça, avec des utilisations parfois pas justifiées des gateways, donc ça sature la gateway pour rien. Donc là, le VPN va décider de ne pas se connecter puisqu'il est sur un réseau de confiance. À l'inverse, s'il détecte que le réseau n'est pas connu, donc là, ça fonctionne avec des balises, hein, il va pinguer d'abord le réseau pour voir s'il le connaît. S'il ne le connaît pas, eh bien, il va activer automatiquement le VPN. Là encore, c'est totalement transparent pour les utilisateurs et ils n'ont absolument rien à faire. Enfin, dernière fonctionnalité qui, là aussi, peut s'ajouter aux autres, c'est ce qu'on appelle le mode filtrant. Alors, cette fois-ci, le but du jeu, c'est à la fois de déterminer les sites que l'on peut consulter, parce qu'il peut arriver, même si on est dans une configuration tout dans le tunnel, qu'on peut donner des autorisations pour aller sur certains services, applications web, cloud. C'est notamment le cas quand on utilise des applications Microsoft comme Teams. Eh bien, on peut configurer ça
RSA ait décidé que là, en revanche, quand on va appeler ce type d'application, eh bien, ça ne passera pas par le tunnel. Donc, ça fonctionne pour le sortant. Et également, c'est ça l'intérêt pour l'entrant, c'est-à-dire qu'on peut également protéger le poste de toute intrusion, de tout appel vers des serveurs douteux. Donc, ce mode filtrant qui ressemble finalement un peu à notre masque aussi que l'on porte quand on veut se protéger, il protège les autres et il nous protège. C'est l'enjeu de ce mode-là. Je pense que j'arrive au terme de ma présentation. Je prends les questions et puis, si vous souhaitez approfondir, on a justement un webinaire la semaine prochaine sur ces sujets-là. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour en savoir davantage. Sinon, je prends vos questions. Ce que je vous propose, je regarde en même temps le chat. On a une personne qui est en train de taper. Ce que je vous propose, c'est de basculer sur les questions dans le chat, puisque il y avait eu une ou deux petites remarques, mais du coup, qui n'étaient pas des questions directes. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette présentation. Je vous propose de poursuivre dorénavant. Merci de m'avoir donné la parole. Mais avec grand plaisir, merci beaucoup.